Bonjour Éric Besson, ministre de l'Industrie, de l'Énergie et de l'Économie numérique. Merci d'être notre invité. On va parler dans quelques instants du meeting de Villepinte de Nicolas Sarkozy hier. Mais d'abord, un an après la catastrophe de Fukushima, de grandes manifestations à travers le monde, une chaîne humaine dans la vallée du Rhône que vous connaissez bien. Il y a véritablement toujours cette crise nucléaire. Est-ce que EDF a fait le travail depuis un an ? Bien sûr, parce que l'autorité de sûreté nucléaire qui en France est indépendante s'est vue confier par le Premier ministre un audit, une revue de toutes nos centrales en disant plaçons-nous dans des conditions extrêmes, c'est-à-dire des incidents ou des accidents en cascade, qu'est-ce qui se passe ? Et l'autorité de sûreté nucléaire a décidé que nos 58 réacteurs pouvaient continuer à être exploités. Ça voulait dire qu'il y avait donc des conditions de sûreté suffisantes et en même temps a demandé des travaux pour accroître ce qu'elle appelle la robustesse de nos centrales et notamment protéger 3 cœurs. Le réacteur, ça on le sait, mais aussi les systèmes de refroidissement. L'accident de Fukushima est lié à ça, l'arrêt des systèmes de refroidissement et la salle des commandes qui peut devenir salle de crise en cas de difficulté majeure et qui doit absolument être, elle aussi, entre guillemets, bunkérisée. Ça veut dire qu'il fallait Fukushima, il fallait une catastrophe pour se rendre compte qu'il manquait cette protection-là ? C'est-à-dire que Fukushima, comme chaque fois qu'il y a un accident majeur, vous en tirez les leçons. Vous vous dites qu'est-ce qu'il y a à apprendre. Or là, il y a le cumul d'accidents majeurs, c'est-à-dire le choc du tremblement de terre, là ça fonctionne bien, les réacteurs se mettent à l'arrêt, le tsunami vient et casse les systèmes de refroidissement. Et c'est là que TEPCO, l'opérateur japonais, pêche. Il n'arrive pas à remettre à porter des systèmes de refroidissement de secours. Et nous en tirons toutes les conclusions, même si sur l'exemple japonais, notre rôle ne consiste pas à jeter la pierre, c'est toujours facile a posteriori. Et il faut dire d'abord notre solidarité et notre respect à l'égard du courage des Japonais dans ce qu'a été cette épreuve. Et en même temps, il est très probable que cette centrale de Fukushima, où je me suis rendu il y a 15 jours pour aller constater sur place, cette centrale était vraisemblablement mal placée, trop bas, près du niveau de la mer, dans une zone à 30 km d'une faille identifiée, avec des séismes majeurs et des risques de tsunami. Et c'est d'ailleurs ce que sont en train de faire les Japonais. Ils sont en train de regarder avec beaucoup d'application et de détermination, parmi leurs 54 réacteurs, lesquels peuvent être susceptibles de subir des tsunamis. Et donc ça veut dire qu'il y a la chaîne humaine, notamment dans la vallée du Rhône, de tous ceux qui disent il faut baisser le nucléaire, comme François Hollande d'ailleurs qui veut réduire la part du nucléaire. C'est-à-dire que tous ces gens-là se trompent ? Ils se trompent, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Nous pensons que le nucléaire sûr, doté des meilleurs standards de sûreté, est un atout. Et la France... C'est toujours l'avenir. Je le crois, jusqu'à ce qu'on invente quelque chose qui s'appellerait le stockage de l'électricité, le stockage de grande ampleur. Pour les 30 ans qui viennent, je pense que le nucléaire a un avenir en France, en Europe. 16 pays sur 27 ont à Paris redit leur attachement à leur production nucléaire. Et regardez les grands émergents, et pour vos téléspectateurs, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Arabie Saoudite, tous les grands pays émergents qui ont besoin d'électricité et qui en même temps veulent de l'électricité propre se tournent vers le nucléaire. Donc ça veut dire un nucléaire sûr, mais regardez bien pour la France, ça veut dire une électricité très compétitive, peu de gaz à effet de serre et une indépendance énergétique accrue. La Commission de régulation de l'énergie a annoncé 30% d'augmentation de l'électricité. On tient jusqu'à 2015 puisque c'est le gouvernement qui la fixe, mais après cela va exploser, chacun le sait. Non, d'abord il faudrait du temps. Dit pourquoi nous n'étions pas d'accord avec cette estimation, mais regardez le rapport de la Cour des comptes, il dit quelque chose de très simple. Même si vous ajoutez des surcoûts pour le démantèlement ou pour la gestion des déchets à longue durée de vie, même avec cela, le nucléaire reste extrêmement compétitif. Le ratio est très simple, la hiérarchie est très simple. C'est l'hydraulique qui est le moins cher. Au-dessus, vous avez le nucléaire. Et puis, bien au-dessus, si vous êtes autour de 50 euros le mégawattheure pour le nucléaire, ce qui est l'hypothèse la plus élevée, vous êtes à 80-90 euros le mégawattheure pour l'éolien et vous êtes quelque part autour de 250-300 pour le solaire. Donc pas d'augmentation en flèche, ni en 2015, ni en 2016. Non, j'ai dit autour de l'inflation. Alors, hier, Nicolas Sarkozy à Villepinte, vous y étiez bien sûr. Oui. C'est une charge contre l'Europe de Schengen. Vous avez été ministre de l'immigration, c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy veut renégocier. Ça n'est pas une charge contre l'Europe. Il a dit une phrase très très importante. C'est aux Européens
convaincus dont il a dit « j'ai toujours été européen », c'est aux Européens convaincus qu'il appartient la charge historique, la charge au sens, la mission historique de transformer l'Europe pour qu'elle reste un lieu de protection. Dans les deux cas qu'il a pris, et je les vis en tant que ministre de l'Industrie et je les ai vécus en tant que ministre de l'Immigration. Sur l'industrie, qu'est-ce qu'il dit ? Il faut réciprocité, il faut échange égal. Nous sommes, Europe, une terre de libre-échange. La Commission veille à ce que, lorsque nous avons des marchés publics, ils soient ouverts à tous. Ça ne peut se faire que sur une base de réciprocité. Il faut qu'un certain nombre de pays acceptent d'ouvrir leurs marchés aux produits européens de la même façon. Ça n'est pas du protectionnisme. L'Europe et la France resteront une terre de libre-échange. Oui. Mais un libre-échange avec les mêmes règles du Schengen, jeu. Il veut évidemment une remise en question. Il veut réinstaurer des postes frontières, des postes douaniers, comme le dit François Bayrou. C'est impossible. Non, absolument pas. Et d'ailleurs, j'avais déjà eu l'occasion d'en parler ici avec vous autour de cette table au moment où je me battais pour que Frontex, qui est issu des accords de Schengen, soit plus opérationnel. Si vous partagez au sein d'un espace, si vos frontières, nous, la frontière française, elle est aujourd'hui à Malte, à Chypre, en Grèce, etc. Si vous donnez le pouvoir à d'autres pays de laisser entrer sur votre espace commun, il faut que ce soit bien protégé. Or, Schengen est mal protégé. Le dernier voyage que j'ai fait quand j'étais ministre de l'Immigration, c'était à la frontière gréco-turque. Vous avez un champ. Et à l'époque, je l'avais fait constater à la commissaire européenne qui était avec moi, à l'époque, vous entriez dans l'espace Schengen, dans un champ, sans aucune protection, même pas une barrière, un grillage. Pourquoi Nicolas Sarkozy, lorsqu'il a présidé l'Europe, n'a rien fait ? S'il l'a fait. Il a fait adopter toutes les dispositions que je viens de dire pour renforcer Frontex. Mais il constate que ça ne suffit pas et qu'avec un certain nombre de tensions géopolitiques, la pression qui pèse sur l'espace Schengen est de plus en plus forte. Et il ne dit pas il faut mettre en cause l'espace Schengen, il dit l'espace Schengen doit être gouverné exactement comme on a fait un gouvernement économique de l'Europe, il faut un gouvernement économique de la zone Schengen. Il menace, si la négociation n'aboutit pas, on sort de Schengen. Et alors lorsque François Hollande veut renégocier le traité de décembre, le traité européen, on dit c'est de la folie. Et lorsque Nicolas Sarkozy dit on va sortir éventuellement de Schengen, ça devient réaliste. Oui, j'entends que c'est l'argument depuis hier soir. On est sur deux registres différents. Le traité qui vient d'être adopté pour les mécanismes de solidarité et de stabilité, il vise quelque chose qui est à sortir la Grèce et un certain nombre de pays de leur situation et apporter une réponse de très grande urgence. Ce qu'on a mis 1 an à négocier âprement, personne ne pense une seconde qu'au lendemain d'une éventuelle élection de François Hollande, ça puisse être renégocié. Ce sont les mêmes dirigeants. On ne peut pas négocier Schengen non plus. Mais ça sera très difficile. Pour Schengen, d'ailleurs, il y a déjà des discussions en cours. Beaucoup en Europe disent c'est de la gesticulation électoraliste. Écoutez, c'est intéressant. Ceux qui disent en permanence l'Europe ne protège pas assez. Il y a un désamour à l'égard de l'Europe. Partout, il y a une montée du scepticisme dans tous les pays à l'égard de la construction européenne, alors que cette construction européenne et l'euro sont des biens extrêmement précieux. Il faut écouter la crainte des peuples. Quelle est la crainte des peuples ? Qu'il y ait des délocalisations parce que les règles du jeu économique et financières ou sociales ou environnementales ne sont pas les mêmes. Il faut l'entendre. Le ministre de l'Industrie que je suis confirme. Nous avons des sociétés qui exportent, mais nous avons aussi des barrières à l'exportation dans un certain nombre de pays. Et pour l'immigration, nous pouvons faire des progrès, nous pouvons rester une terre d'immigration et d'intégration, parce que l'objectif final, ça reste l'intégration, mais ne pas être naïf. C'est pas un peu courir après les voies du Front National ou draguer le Front National, comme le dit Arnaud Montebourg. Il n'y a pas de voix du Front National, il n'y a pas de terre du Front National. Il y a des électeurs français qui, à un moment, ont pu être tentés ou ont pu voter pour le Front National et qu'il faut ramener vers ce qu'on appelle les partis républicains. Mais la question n'est pas tel ou tel parti, c'est qu'est-ce que pense le peuple, qu'est-ce qu'il ressent. Oui. Aujourd'hui, il y a, et regardez, souvenez-vous, l'une des phrases fortes qu'a dites Nicolas Sarkozy hier, c'est « je veux réconcilier ce qu'il a appelé la France du oui et la France du non ». Autrement dit, ceux qui avaient voté oui et ceux qui avaient voté non au traité européen, au traité constitutionnel, ça me paraît très important. Et encore, François Hollande veut supprimer le mot « race » de la Constitution. C'est une bonne chose ?
Moi, je n'ai rien contre. Chacun sait qu'il y a eu une évolution des esprits. Dans la littérature, vous allez trouver Renan, l'homme n'est esclave ni de sa race, ni de sa langue, ni de la direction des fleuves, ni de la direction des montagnes, ni du cours des fleuves. Est-ce que vous allez changer les choses? Je n'ai rien contre. Plus personne n'utilise le mot race comme il est inscrit dans la Constitution. On est dans le symbole. C'est pas moi qui m'opposerai à cela, mais ça me paraît pas majeur. C'est comme quand il dit il faut inscrire la laïcité dans la Constitution. Elle est déjà inscrite à l'article 1. La France est une république laïque. Oui. Voilà. Donc, encore un mot. Nicolas Sarkozy dit s'il perd la présidentielle, il abandonne la politique. Vous avez souvent dit qu'éventuellement vous seriez tenté par une autre carrière, peut-être avec un club de foot. Non, moi je n'ai jamais dit cela. La presse a dit, vous ne trouverez pas un mot, une déclaration. Moi je ne me pose pas la question. J'aurai le droit, comme tout le monde, de me poser la question le 6 mai à 20h15, mais pas avant. Pour ce qui concerne Nicolas Sarkozy, il répondait aux questions de l'un de vos confrères, Jean-Jacques Bourdin. Il a dit très clairement, je ne m'inscris pas dans cette hypothèse. Je suis de ceux qui pensent que Nicolas Sarkozy peut gagner cette élection présidentielle et que, contrairement aux pronostics, il y a presque 2 mois encore qui peuvent inverser beaucoup les choses. Vous n'arrêterez pas, vous, la politique, Éric Besson ? Lui dit très clairement, je ne m'inscris pas dans cette hypothèse, mais puisque Jean-Jacques Bourdin lui pose la question, il répond sincèrement, si le peuple français en décidait autrement, je ferai autre chose. Pour moi, d'abord, je n'arrêterai pas la politique, puisque j'ai déjà dit que je serai candidat à ma propre réélection sur ma commune d'Onzère dans la Drôme. Le reste advienne que pourra. Merci Éric Besson d'avoir été l'invité de TV5 Monde.